Bonjour à toutes et à tous. Dans la chronique précédente, chronique en forme de préambule à cette nouvelle série sur le thème de la décroissance inéluctable, nous avons insisté sur la nécessité de clarifier, donc de classifier, les différentes interprétations possibles du mot ou de la notion de décroissance. Différentes interprétations par des personnes ou groupes de personnes ayant des visions sensiblement divergentes. Alors nous allons entreprendre aujourd'hui l'analyse critique d'une interprétation de la décroissance qui, bien que coexistant avec plusieurs autres, tente à vouloir s'imposer cette interprétation comme étant la seule vraie décroissance, la seule décroissance recevable, aussi bien dans les médias que par l'intermédiaire de ses représentants autoproclamés. Cette idée de la décroissance, qui veut s'imposer, dont plusieurs mouvances, rivales par ailleurs, revendiquent d'ailleurs alternativement la paternité, voire la propriété, cette décroissance, souvent présentée par ces héros comme leur décroissance à eux, pour bien signifier que le mot décroissance leur appartient, et que tout utilisateur de ce mot décroissance non agréé par eux ne pourrait être qu'un usurpateur. Cette décroissance, dont nous allons donc entamer l'analyse critique, elle est fondée sur une idée simple. La première idée simple de la liste de 5 idées simples que nous avons énumérées, que nous avons suggérées dans la chronique précédente, chronique préambule à cette série. Et qui est celle-ci? La décroissance, en tant qu'objectif permettant de changer le mode de vie actuel de chaque individu par un mode de vie meilleur, ou de façon plus ambitieuse, de changer le monde actuel par un monde meilleur. Alors nous disons fondée sur cette première idée simple, mais nous allons voir qu'en réalité elle peut dans certains cas en associer plusieurs autres idées simples, et notamment la troisième idée simple, celle qui permet de classer son utilisateur dans la catégorie des imposteurs. Mais nous allons nous en expliquer plus loin et dans le détail. Alors, au niveau des autres dénominations possibles de cette idée de la décroissance volontaire, nous allons en proposer plusieurs autres. Et tout d'abord, autre dénomination qui nous paraît plus adaptée, la décroissance choisie. Notion et appellation qui indique bien que ses partisans font le choix d'un autre modèle de société. Autre modèle de société qui est donc supposé avoir été pensé et prémédité. Autrement dit, cela suppose qu'ils ont conçu, qu'ils ont formalisé un schéma précis dans le domaine de l'organisation sociétale. Mais dans la pratique, nous n'emploierons que parcimonieusement cette dénomination de décroissance choisie, parce que cette dénomination est plus difficile à décliner. En effet, il est assez peu compréhensible de parler d'un décroissant choisi ou d'un décroissant choisissant, alors que tout le monde comprend ce que c'est qu'un décroissant volontaire. Donc nous dirons, pour plus de commodité, décroissant volontaire. D'autres dénominations pourraient également correspondre, comme par exemple la décroissance individualiste, la décroissance prosélytique ou prosélyte, la décroissance culturelle, la décroissance exemplaire, l'objection de croissance également. Tous ces termes pourront être employés alternativement, mais nous verrons qu'ils peuvent en résumé tous être réunis autour d'un terme générique commun, finalement la décroissance imaginaire. Voyons maintenant qui sont les adeptes de cette décroissance volontaire, de cette décroissance choisie, qui finalement, nous le verrons, n'est qu'une décroissance imaginaire. Eh bien, ce sont essentiellement des gens qui s'appliquent à suivre un mode de vie individuel fondé sur une réduction de leur consommation d'un certain nombre de produits et services proposés par la société actuelle,
certains types de produits ou services pouvant même aller jusqu'à être bannis parallèlement à une auto-fabrication éventuelle de certains produits. Le stade ultime de ce comportement pouvant être d'ailleurs de ne plus acheter du tout aucun produit ni service proposé par le marché capitaliste croissanciste et produire tout soi-même. Aussi pour l'aspect individualiste de cette mouvance. Mais cette catégorie globale de décroissants volontaires qui poursuivent tous ce même idéal que nous avons formulé tout à l'heure, la décroissance vue comme un objectif permettant de changer le mode de vie actuel de chaque individu par un mode de vie meilleur ou, de façon plus ambitieuse, de changer le monde actuel par un monde meilleur, eh bien cette catégorie globale se divise néanmoins en deux sous-catégories. Première catégorie, ceux qui se confinent dans un paramètre identitaire, identitaire étant pris ici sans aucune connotation politique, mais comme signifiant la volonté d'un groupe de se déterminer individuellement par rapport à une appartenance à certaines valeurs génériques. Alors, groupe que nous dénommerons les décroissants volontaires individualistes et qui font plus particulièrement l'objet de cette chronique. Et deuxième sous-groupe, ceux qui se donnent comme mission de promouvoir auprès du grand public un projet collectif dit de décroissance, que nous nommerons les décroissants volontaires prosélytes, mais dont nous nous efforcerons également de dénoncer l'imposture dans une chronique suivante, spécifiquement dédiée à leur analyse, à l'analyse de cette mouvance. Alors, ces deux sous-catégories ne sont toutefois pas totalement hermétiques et de nombreuses porosités existent entre les deux. Certains décroissants individualistes se laissant par moments ou par intermittence plus ou moins tentés par la posture prosélyte. Au niveau des arguments véhiculés par ces types de décroissants, plusieurs thèmes sont mis en avant, plus ou moins complémentaires d'ailleurs, selon que la posture prosélyte soit privilégiée ou pas. Premier de ces thèmes, la santé. Ce thème fait consensus au sein des décroissants individualistes qui, ainsi, fondent leur démarche personnelle sur l'amélioration de leur santé, en ingérant des aliments supposés non toxiques, en mettant en place un cadre de vie non pollué et supposé exempt de stress professionnel. Deuxième thème, l'inquiétude face au réchauffement climatique. Troisième thème, le rejet du nucléaire, c'est un thème historique, mais qui entre en collision avec le thème du réchauffement climatique et qui génère des confusions de plus en plus inextricables au sein de cette mouvance. Quatrième thème, la joie de vivre. Ce thème est fondé sur le postulat que la société croissanciste a plongé les gens dans un marasme mental que seule la décroissance peut éradiquer. L'acte de décroître devient alors un fait culturel jouissif. Un thème connexe à la joie de vivre, c'est celui de l'amélioration supposée des relations sociales par l'augmentation de la fréquentation physique des gens entre eux. Thème symbolisé par le slogan « Moins de biens, plus de liens », d'où l'appellation adjacente que nous avons suggérée tout à l'heure de décroissance culturelle. Autre thème, l'exemplarité du comportement. Retour à la terre, alimentation bio, expérience de monnaie locale, pratique du vélo, rejet des outils de communication virtuelle tels la visioconférence informatique et même le téléphone mobile, etc. Tout type de pratiques que nous regrouperons sous le terme générique d'alternatives concrètes et qui sont supposées faire tache d'huile au sein de la population. Et c'est ainsi que par une multiplication arithmétique et spontanée des acteurs de ces alternatives concrètes, une masse critique pourrait alors être atteinte, débouchant sur une généralisation pacifique et sans heurts
de ce type de pratique au sein de la population tout entière. Sur le fond, et en théorie, la plupart des gens du commun ne sont pas hostiles à cette façon de voir les choses, mais dans la réalité immédiate qui, se renouvelant chaque jour à l'identique, devient en fait une réalité durable, eh bien, l'immense majorité de la population signifie clairement qu'elle a d'autres préoccupations plus immédiates que celle-ci, ainsi que le montrent tous les sondages d'opinion, où elles ont la volonté d'adopter ce type de comportement dit décroissant, n'apparaît quasiment jamais dans ces sondages d'opinion. Dans les réponses des citoyens interrogés. Bien au contraire, la quasi-totalité des sondés croient dur comme fer, le fer qui va pourtant être épuisé aux environs de 2087, eh bien la quasi-totalité des sondés croient dur comme fer que le progrès technique va perdurer indéfiniment et venir pallier tous les problèmes rencontrés par la croissance. N'entendons-nous pas d'ailleurs si souvent, dans la bouche de tel ou tel citoyen ordinaire, la célèbre phrase extraite du catéchisme croissanciste « Je fais pleinement confiance au génie humain pour trouver la solution à tous les problèmes qui lui seront posés. » Phrase, illustration saisissante de l'incommensurable orgueil qui conduit tout droit vers l'impasse de cette même croissance. Impasse dont nous avons déjà parlé dans la série des chroniques de la fin de la croissance, chronique numérotée de 2 à 25. Néanmoins, force nous est de reconnaître que ces turiféraires de la croissance ont en tout cas le mérite de la cohérence intellectuelle et qu'ils doivent être considérés avec respect, et ceci pour une raison majeure. C'est que ces turiféraires de la croissance, ces zélateurs, ils ont su mettre leur comportement en adéquation avec leurs convictions, ce qui est loin d'être le cas, il faut bien le dire, pour la plupart de ceux qui pataugent dans le marécage de la rhétorique décroissante. En réalité, le débat sur la décroissance, ce débat il peut varier en fonction d'un certain nombre de paramètres. Paramètres qui, s'ils sont changés, qui sont intervertis, retournent les questions en sens inverse. C'est alors que nous en revenons, comme annoncé au début, au problème de l'ambiguïté du critère de l'exemplarité qui fait ce qui peut paraître exemplaire pour l'un ne l'est pas forcément exemplaire pour l'autre. Prenons par exemple le paramètre pourquoi. Eh bien, ceux qui pensent que la décroissance doit s'installer parce que la croissance est néfaste à l'homme préconiseront nécessairement des actions différentes de ceux qui pensent que la décroissance est inéluctable pour des raisons, par exemple, géologiques. Prenons ensuite le paramètre où. Ceux qui pensent que la décroissance doit s'installer dans tous les secteurs de l'activité humaine préconiseront nécessairement des actions différentes de ceux qui pensent qu'elle ne doit s'appliquer que dans certains domaines. Prenons encore le paramètre quand. Ceux qui pensent que la décroissance doit s'installer maintenant et tout de suite préconiseront nécessairement des actions différentes de ceux qui pensent qu'il faut profiter du bon temps avant que le ciel ne nous tombe sur la tête, etc., etc., etc. Alors, cette divergence manifeste dans l'appréciation commune de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais pour l'avenir de l'homme. Cette divergence, elle renvoie à la notion fumeuse, notion dont nous avons déjà parlé, à cette notion d'intérêt général, et que nous aurons aussi l'occasion d'analyser plus en détail dans le cadre d'une prochaine chronique. Cette remarquable confusion du raisonnement imprègne même, sans doute à leur corps défendant, certains idéologues parmi les plus sympathiques de la cause réductionniste. Témoin cette jolie formule d'un décroissant notoire,
Le capitalisme donne à jouir, mais il n'est pas sûr que cette jouissance soit de bonne qualité. Jolie formule, certes, mais formule qui traduit cependant une fâcheuse tendance de ce type de décroissant à flirter avec le péché de certitude dans un monde connu pourtant pour être fait du contraire. En un mot, ces décroissants volontaires individualistes sont tout près de croire qu'ils détiennent la vérité sur la terre et que ce sont les autres qui, comme disait Sartre, les font vivre dans un enfer. Mais il y a plus grave, car ces préconisations de frugalité, qu'elles soient exemplaires ou pas, risquent fort de présenter un défaut majeur d'un point de vue politique, l'inefficacité. Prenons par exemple l'économie de l'énergie. Que pouvons-nous penser de cette préconisation? Réduisons notre consommation d'énergie. Eh bien, en réalité, pas grand-chose, parce que tout dépend selon que vous soyez riche ou misérable, c'est-à-dire, pour le cas qui nous intéresse, selon que vous soyez membre de l'OPEP ou pas. Car, voyez-vous, paradoxalement, les pauvres en hydrocarbures, c'est-à-dire nous, les Européens, n'avons pas de raison logique de rationner ou d'auto-rationner des matières premières que nous ne possédons pas, mais que nous devons acheter à ceux qui les possèdent, alors que eux, ceux qui les possèdent, auraient tout intérêt à ne pas trop nous en céder, afin de préserver leur stock et afin d'assurer le devenir de leurs petits-enfants. En termes clairs, la question se pose ainsi. Pourquoi un Français par exemple, devrait-il économiser le pétrole pour d'autres raisons que purement budgétaires, comme d'ailleurs pour toute autre denrée par ailleurs? Pourquoi devrait-il économiser le pétrole alors que cette attitude ne ferait que libérer des quantités plus grandes pour les ressortissants des autres pays? Un Saoudien, par contre, lui, aurait tout intérêt à le faire, à économiser le pétrole, soit afin d'augmenter son avenir énergétique pour des dizaines d'années, l'allonger pour des dizaines d'années, soit pour augmenter sa rente financière, tout en diminuant ses quantités vendues, soit pour les deux raisons cumulées. Nous voyons donc que, en tenant compte des contingences mondiales, la démarche de frugalité dans un seul pays n'est que l'expression actuelle d'une cécité régionaliste, tout comme le socialisme dans un seul pays fut en son temps une vision déformée de la cause communiste. Il est évident que, hormis une entente mondiale sur le sujet, toute démarche partielle de décroissance volontaire ne ferait que libérer de la croissance pour le reste du monde, illustrant ainsi une application planétaire du bon vieux principe des vases communicants. Ces envahissants appels à l'abstinence diffèrent largement des innocentes trajectoires hippies, par exemple, des années post-1968. En ce sens qu'ils portent en eux ces appels à l'abstinence, le germe détestable de la culpabilisation de l'autre et le ferment redoutable de l'ostracisme du comportement. Ces deux quêtes se situent également aux antipodes anthropologiques l'une de l'autre, parce que la quête 68arde ne prenait pas en compte la raréfaction, ou très peu, la raréfaction prochaine des ressources terrestres, alors que l'actuelle ne pense qu'à ça avec effroi. À l'époque, le mouvement hippie, de retour à la Terre, était un mouvement insouciant, tout entier tourné vers un plaisir qui naissait naturellement du rejet du mode de vie consumériste. Alors qu'aujourd'hui, la tendance décroissante, volontariste, individualiste, il faut bien le dire, frôle la schizophrénie, en tentant de se persuader que d'éventuels efforts ingrats lui vaudront la joie de vivre, version païenne du paradis sur terre. Alors cette idée simpliste d'une décroissance économique voulue conjointement et simultanément par tous
tous les homos industrialistes de la planète, cette décroissance voulue qui les amènerait à rompre de plein gré avec la croissance, eh bien c'est une chimère sympathique. Mais ce n'est qu'une chimère, un rêve, une construction imaginaire de l'esprit, parce que cette décroissance-là n'arrivera jamais. Elle n'arrivera jamais. Contrairement à ce qu'affirment certains représentants, militants de la décroissance volontaire individualiste, qui annoncent pressentir, ressentir un élan populaire vers la frugalité, un soi-disant désir des masses à la réduction du PIB, un prétendu souhait de diminution du niveau des revenus de l'individu ordinaire. Ces ressentis ne sont malheureusement que le fruit de leur imagination. La preuve en est que ceux dont je fais partie, ceux qui n'ont cessé de critiquer la société de consommation et le capitalisme depuis 1968, ceux-là n'ont toujours pas observé, depuis maintenant plus de 50 ans, c'est-à-dire un demi-siècle, ils n'ont pas observé la moindre évolution positive dans ce sens. Bien au contraire. Bien au contraire, depuis 1968, le PIB s'est accru continuellement. La société de consommation s'est développée continuellement. Le capitalisme s'est renforcé. Parallèlement à les égalités, parallèlement à ce que les inégalités, elles aussi, se sont renforcées et que l'écart des revenus s'est accru. Ce bilan déplorable s'est institué, triomphalement, il faut bien le dire, sur les ruines de la pensée volontariste, individualiste, tout au long de ce dernier demi-siècle, et malgré les appels incessants à la sobriété vertueuse. C'est bien la preuve. C'est bien la preuve manifeste que tous ceux qui annoncent aujourd'hui que les populations sont partisanes d'une réduction volontaire de leur train de vie, sont prêtes à réduire volontairement le train de vie, tous ceux qui annoncent cela vivent dans le déni et ne doivent sans doute la pertinence de leur discours qu'à la recherche d'une notoriété autosatisfactrice auprès d'une militantelle groupusculaire. Car en réalité, la décroissance sera subie ou ne sera pas. C'est aussi simple que cela. Mais, très probablement, la décroissance sera. Car nous, théoriciens de la décroissance inéluctable, nous avons accumulé les données factuelles qui démontrent que, sauf miracle ou événement cosmique imprévu, cette survenue de la décroissance est inéluctable. Sa date seule restant incertaine. Alors nous conseillons amicalement à tous ceux qui continuent à caresser l'illusion d'une autodétermination plus ou moins démocratique, une autodétermination des populations humaines vers une décroissance volontaire, nous leur conseillons de se rendre à l'évidence et de décoloniser leur imaginaire sur ce point particulier. Je vous remercie pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à mardi prochain où nous parlerons cette fois d'une deuxième catégorie de décroissants, les décroissants environnementalistes. À bientôt.